laisser peut-être Ambroise et Marc se présenter rapidement. Ouais, merci François. Donc moi, Ambroise Dormeuil, je travaille pour la société EDB, EDB Postgres, et je suis en charge de développer le périmètre en France. Marc? Marc Minas, je suis architecte. J'ai passé 15 ans chez Oracle et depuis 10 ans, j'aide mes anciens clients à quitter Oracle. Ok. Merci à tous les deux. Donc, juste, je voulais aussi prévenir que la session est enregistrée de manière à ce que le replay soit disponible sur la chaîne YouTube ACMI et vous aurez l'occasion de revoir la vidéo. Donc, rapidement, je voudrais juste introduire la société ACMI. Pourquoi ACMI? Que fait ACMI? Donc, vous avez un petit résumé rapide ici des différents domaines d'activité, à savoir l'infrastructure. Donc, ACMI est partenaire principal d'IBM en France. Et donc, nous sommes experts sur les technologies IBM, tout autant matérielles que logicielles. Vous voyez que dans le domaine de l'infrastructure, en fait, on adresse tous les types de serveurs IBM, IBM Power System, IBM Z, Mainframe, Linux One, des serveurs aussi x86 qui ne sont pas du brand IBM, et bien sûr le stockage, la partie flash system qui est un des stockages IBM un petit peu plus spécifique, on va dire, et aussi bien la partie VTL, les architectures hyper convergées. En termes de sécurité, on a aussi des experts pour ce qui est protection des données, haute disponibilité, cybercriminalité, avec un focus sur tout ce qui est plan de reprise d'activité. Et donc, et puis finalement, la partie service. Alors, il y a une petite chose qu'on ne voit pas ici, c'est la partie cloud. ACMI dispose d'un cloud avec 2 data centers en France et par extension, avec un lien direct sur le cloud IBM, on est capable effectivement d'adresser sur le cloud IBM plus de 190 services, plus de 200 API. Donc, toute cette offre repose effectivement sur des équipes qui sont certifiées et expérimentées pour vous fournir ces services, donc divers et variés, du consulting, le service manager, l'infogérance, la maintenance, enfin voilà, toute une panoplie de services, de manière à vous accompagner, que ce soit sur site ou dans un cloud hybride. Faut savoir que le cloud ACMI est certifié 27001. Donc, on est là pour imaginer, vous fournir, installer, sécuriser, héberger et manager. En fait, ça, ce sont les missions d'ACMI depuis 1986, donc plusieurs décennies d'innovation pour servir un certain nombre de projets. Vous avez ici un petit échantillon des clients ACMI. Vous voyez qu'il y a des PME tout autant que des grands groupes, donc plus de 400, plus de 250 installations haute disponibilité, supportées 24/7, et plus de 30 clients, comme je vous disais, avec cette offre PRA as a service, qui est une spécificité d'ACMI. Voilà, donc très rapidement. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du sujet qui est aujourd'hui, donc l'épisode 2 de cette série de webinars, EDB, Postgres sur des machines PowerDis. Donc, j'ai rapidement ici bâti un agenda. C'est pas très exhaustif, mais ce que je voulais dire, c'est que tous les points qui sont mentionnés dans cette présentation sont basés sur des faits, des éléments de preuves externes, hein, des sources publiques. Hein. Il n'y a pas de fiction, il n'y a pas de secret. Rapidement, pour introduire le sujet, lors de l'épisode 1, la semaine dernière, mardi dernier, on a couvert la partie Oracle, et effectivement, Oracle devient très cher, trop contraignant en termes d'audit, comme disait Marc, après un certain nombre d'années chez Oracle, il aide les clients
a quitté Oracle. Et effectivement, beaucoup de clients sont concernés par ces points-là parce qu'ils veulent réduire le coût, réduire le verrouillage. Et ils cherchent à adopter des stratégies alternatives de manière à non seulement réduire les coûts, mais aussi moderniser les solutions, les nouvelles applications, etc. Donc, j'ai construit un espèce de petit synoptique, ça vaut ce que ça vaut, qui, je dirais, permet de construire cette réflexion en disant, est-ce que déjà je peux sortir d'Oracle, ce qui est soumis à un certain nombre de critères, de par le contrat peut-être que j'ai avec Oracle. Je suis peut-être sous un type de contrat ULA, Unlimited License Agreement, avec pour un certain nombre d'années. Et donc là, dans ces cas-là, bah, je ne vais pas en sortir. C'est peut-être l'éditeur de l'application qui ne supporte que sur base de données Oracle. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de critères. Donc là, déjà, à cette première question, deux réponses. Celle de gauche, je ne peux pas sortir. Et donc là, je vais essayer de limiter au maximum de nouveaux investissements, de nouvelles acquisitions de licences, peut-être ne pas faire de mise à jour sur les dernières versions pour préparer le futur. Et là, ben, il y a l'infrastructure qui peut m'aider à ça. Et comme on a vu la semaine dernière, et vous avez le replay dans la chaîne YouTube ACMI, l'infrastructure PowerD, c'est faite pour ça, pour essayer de minimiser l'utilisation des cœurs et des licences Oracle et préparer, tout au moins, ne pas acquérir de nouvelles licences. Peut-être utiliser ces licences que je mets sur l'étagère pour de la croissance organique, mais sans aller au-delà. Deuxième réponse à la question, oui, je peux sortir. Et là, se pose la question du choix de la pile base de données, le moteur et l'infrastructure. Et là, en bas à droite, j'ai mis un certain nombre de critères. La liste n'est pas exhaustive. En termes de base de données, il y a la compatibilité, l'outillage, les fonctionnalités, la sécurité qui est un sujet très critique en ce moment, et l'évolution, je dirais, de mes applications, la modernisation. Voilà. De côté infrastructure, je dirais, il y a des critères qui se rejoignent, d'autres un petit peu différents. La sécurité, bah, c'est un point commun. La modernisation aussi. La flexibilité et l'architecture, c'est un point commun, mais avec bien sûr des fonctionnalités différentes entre le SGBD et l'infrastructure. De manière générale, la feuille de route, l'évolution, la visibilité que j'ai sur la solution pour le futur, c'est un point important, et bien sûr le coût global de la solution. Donc une fois que j'ai fait ce choix, je vais pouvoir me dire, bon voilà, j'ai la solution, je vais pouvoir sortir d'Oracle de manière totale ou de manière partielle et progressive. Si la migration est totale, ça veut dire que je vais devoir passer par une phase de migration. Une fois que j'aurai migré, mes bases de données actuelles, et Marc nous citera des exemples des expériences clients qui sont sortis complètement d'Oracle. Donc là, je vais pouvoir arrêter mes contrats Oracle, éventuellement revendre mes licences. Je vous ai mis en bas la ProLicense, qui est un exemple d'une société qui rachète des licences Oracle et qui les revend sous forme licence d'occasion. Si je sors partiellement, je vais peut-être finalement adresser tout ce qui est nouvelles applications, laisser l'historique Oracle tel quel, vieillir, et toute nouvelle application va partir sur EDB Postgre. C'est effectivement un scénario qu'on retrouve chez pas mal de clients. Et là, effectivement, je vais devoir continuer à héberger et Oracle et EDB Postgre. Donc là, j'ai cette infrastructure PowerDisk qui va pouvoir permettre de faire les deux, de consolider et d'optimiser. Donc, pourquoi EDB, Postgre et IBM répondent à ces critères de choix? Simplement parce que
collaborent ensemble, d'où la raison de cette co-présentation avec ACMI, EDB, Enterprise DB et Marc Mias pour vous aider avec l'expertise qu'on a dans ces choix-là, vous fournir un socle entreprise pour vos solutions bases de données, supporter ces applications et atteindre vos objectifs définis par rapport aux critères qu'on a mentionnés. Alors pourquoi Power 10 la différence, je dirais, avec d'autres technologies, c'est que le design est intégré, complètement optimisé pour le traitement de données, que ce soit l'intégration de la conception, elle va du cœur, du silicium, jusqu'aux capacités de type opérationnel, cloud, virtualisation, etc. Deuxième point, c'est qu'on a une performance par cœur qui est 2x celle de x86. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, c'est effectivement des faits publics de l'industrie. Il y a un certain nombre de métriques de IDC, de SAP qui sont publics. J'en ai parlé la dernière fois. On pourra, enfin, si vous avez besoin de détails, je peux vous refournir ces éléments-là. Donc voilà, ça permet effectivement d'obtenir une performance inégalée. La virtualisation est intégrée sans coût additionnel. En ce moment, VMware fait un petit peu le buzz là, suite au rachat. PowerVM est intégré, c'est une virtualisation bare metal, type microcodé. Donc elle est quand même très efficace et du coup nous amène un certain nombre de fonctionnalités uniques, comme ce qu'on appelle le Share Processor Pool, qui est la capacité de réutiliser des cycles perdus ou non utilisés par des VM, le SMT8, 8 threads simultanés par cœur, la compression mémoire, le Live Partition Mobility, pour lequel Oracle a mis un certain nombre de restrictions. Et c'est bien dommage parce que c'est quelque chose de très pratique, très utile, que beaucoup de clients Oracle utilisaient. Oracle ayant changé la règle d'utilisation, ça devient, enfin, c'est hyper restrictif. Donc avec EDB, effectivement, vous n'aurez pas cette restriction. Si vous passez d'Oracle à EDB, vous pourrez faire du LPM sans pénalité. Voilà, donc je ne vais pas parcourir la liste, j'essaie d'être le plus rapide possible. Un point important, c'est l'ouverture de cette technologie à l'open source, à la modernisation, containerisation. On verra un exemple un petit peu plus tard. Et pour finir, on est cité comme étant numéro 1 avec cette technologie Power en termes de disponibilité, de résilience. Les organismes, c'est des organismes sérieux. Il y en a un qui s'appelle ITIC, par exemple, qui est un organisme qui recense pour tout type de plateforme, tout type de constructeur, le nombre de pannes par an, le nombre de minutes d'indisponibilité, etc. Là aussi, je pourrais vous fournir des éléments qui sortent effectivement de ces sites-là. Et même chose en termes de cybersécurité. Cette technologie, en fait, est numéro 1 je dirais, de la sécurité en termes de failles, de sécurité, en termes de vulnérabilité. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, on a, par exemple, mis 4 unités d'encryption par cœur dans ce Power 10. Il y avait une unité d'encryption, donc c'est vraiment intégré dans le matériel. Voilà, donc du coup, grâce à tout ça, IBM en fait garantit par contrat le taux d'utilisation de ces serveurs, une utilisation soutenue entre 65 et 80% en fonction des types de serveurs. Et donc ça, c'est effectivement là-dessus, en fait, le constructeur s'engage à ce que vous puissiez obtenir ce taux d'utilisation soutenue. Donc voilà, tout ça pour vous dire que derrière EDB, Postgre, effectivement, le moteur base de données va pouvoir bénéficier de toutes ces technologies, que ce soit en termes de caractéristiques, de fonctionnalités,
comme en termes de sécurité et disponibilité. Et là, je suis passé directement en fait à un benchmark qui a été fait. Donc, si vous allez sur ce texte en bleu souligné là, c'est un lien en fait qui vous amène sur le document détaillé où il y a tout le descriptif du test qui a été fait. Le test en fait, c'est un test DB avec Power10 et avec un serveur x86. Donc, c'est vraiment une comparaison à l'identique de la performance. Donc, le test sur Power10, vous voyez en haut à droite, a été réalisé sur une machine S1022 avec 16 cœurs. Il y a deux VM, une VM pour le moteur Postgre, EDB, avec 8 cœurs, et une deuxième VM avec un cluster OpenShift, donc en mode containerisé, pour héberger l'applicatif qui va charger la base de données qui s'appelle PGBench. Et donc, depuis ce cluster, on a un worker node qui va lancer un certain nombre de connexions à la base et charger la base. En bas, c'est exactement la même architecture avec une VM pour la base de DB Postgre sur un Intel Xeon Platinum, 32 cœurs, 16 cœurs pour la base et 16 cœurs pour le cluster OpenShift et PGBench. Donc la charge chez PGBench, c'est la même pile logicielle avec un Red Hat Linux 8.6, un EDB Postgre, le même type de système de fichiers XT4, un OpenShift, donc la partie Red Hat OpenShift là, pour l'applicatif, hein, et le même logiciel de charge PGBench 14.4. Donc, c'est un type de test proche de TPCB. En gros, c'est un mix de transactions SQL avec des lectures, écritures, des updates, etc. Donc, vous n'hésitez pas à aller sur le lien, vous avez tous les détails. Là, il y a un certain nombre de pages sur ce document qui expliquent tous ces points-là. J'ai juste recopié un tableau récapitulatif qu'il y a dans le document, là. Et qui compare effectivement les résultats entre le serveur Intel et la machine Power10. Donc, à la deuxième colonne, vous avez le nombre de cœurs qui sont attribués à la VM qui tourne la base de DB. Et il y a deux types de charges, une avec 112 connexions à la base, l'autre avec 224 connexions à la base. Donc, le nombre de transactions secondes. Ce qu'on note, c'est que globalement, la machine Power10, enfin, ou la VM Power10 qui exécute l'ensemble, hein, finalement, on a à peu près 30% de plus de transactions sur le Power10 comparé à l'Intel, et ce, avec moitié moins de cœurs. Ce qui revient à dire qu'on exécute à peu près 2,5 fois, 2,7 plus de transactions par cœur sur le Power10 que sur l'Intel. Et dernière remarque, c'est à droite, vous voyez qu'en termes de consommation CPU, on consomme moins de CPU sur le Power10, donc à peu près 15 à 25% de moins de CPU. Donc, bon, voilà. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller sur le papier. Mais clairement, cette machine Power10, elle exécute la charge DB de manière très performante. Et puis, finalement, j'ai mis ici un petit peu un résumé de quelques articles. Le premier article en haut, il concerne une société qui s'appelle Tito Avery, qui est basée dans les pays nordiques, qui fournit en fait des environnements Oracle sur Machine Power, pas que sur Machine Power, hein, et des environnements EDB aussi sur Machine Power. Et en fait, vous voyez là, il y a une cote de leur client final, puisque c'est un hébergeur.
Et effectivement, le client est passé sur EDB, il a migré d'Oracle sur EDB, et donc il a réduit le nombre de souscriptions, ou le nombre de licences si on veut, et puis il a énormément réduit surtout le coût de support par rapport à Oracle. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, la solution est équivalente à moins de 25 000 $. Euh, Par rapport à certainement beaucoup plus que payer le client pour Oracle pour les mêmes fonctions. Et effectivement, ils disent bah, cet écart de prix, bon, il est pas dû uniquement à la technologie, hein. EDB est bien moins cher et Ambroise nous en parlera qu'Oracle. Mais il est lié aussi à la technologie Power par rapport à x86. Donc vous voyez que le couple je dirais EDB et technologie Power 10, en fait, permet d'obtenir une pile sécurisée pour les bases de données et puis surtout, effectivement, très efficiente en termes de coût. J'ai mis deux autres liens ici. Alors, le deuxième lien est beaucoup plus technique. C'est un détail de l'implémentation de DB sur Machine Power, donc avec tous les éléments techniques, les commandes, etc., en mode bare metal, hein, en mode VM, donc contrairement au benchmark qu'on a vu avant, qui lui, pour la partie application, était en mode OpenShift Kubernetes. Voilà. Et puis, troisième lien, c'est une organisation européenne financière qui a migré de Oracle vers Postgre. Donc là aussi, en fait, il y a un certain nombre d'éléments expliquant les bénéfices. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'il y a en bas à droite. Marc et Ambroise nous en parleront bien mieux que moi. Juste deux points rapides. C'est que j'ai travaillé avec un éditeur, l'éditeur numéro un mondial des applications de type core banking, donc des applications très critiques, on va dire, et qui s'appelle Temenos. Et cet éditeur, en fait, historiquement, il était sur base Oracle, hein. Et la dernière version qu'ils ont développée, il y a 3 ans de ça à peu près, eh ben, ils l'ont ouverte à EDB Postgre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le client a le choix d'acheter ce logiciel et de l'exécuter sur base Oracle ou sur base de DB Postgre. Donc, vous imaginez qu'un certain nombre de tests, de benchmarks, de certifications qui ont été faits et donc DB, en fait, aujourd'hui, arrive en termes de capacité à ce qui se faisait pour cette application sur base Oracle. Il y en a quelques autres, je vous en ai cité, la McKesson et d'autres. Et puis finalement, quand on parle de DB Postgre, c'est, je dirais, universel. Aujourd'hui, effectivement, on met le point d'orgue sur la partie, sur la technologie Power 10, mais DB tourne sur AWS, Azure, Google, même sur Oracle. Oracle, en fait, a ouvert son cloud pour éventuellement faire du Postgre. Alors, c'est pas la version DB, hein, mais c'est pour vous dire que effectivement, tout ça est universel et vous pouvez en fait héberger vos bases sur un certain nombre de solutions, que ce soit cloud ou sur site ou autre, et bien sûr sur le cloud ACM. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. Je vais passer la parole à Ambroise pour qu'il nous parle de EDB. Très bien, merci François. Donc en effet, EDB, qui on est? On est aujourd'hui le leader sur Postgres. On est le plus grand contributeur au monde sur le projet open source PostgreSQL. On est une société de un peu plus de 1000 personnes et on accompagne aujourd'hui un peu plus de 1500 clients qui ont cette velléité d'aller sur le monde de l'open source, mais tout en gardant à la fois le même niveau de service et d'exigence qu'ils avaient sur des bases de données propriétaires.
On est réparti un peu plus, enfin, on a une empreinte globalisée dans le monde. On est présent dans 80 pays. Et ça fait quasiment 20 ans maintenant qu'on existe et qu'on est étroitement lié au développement de Postgres. EDB, en fait, si vous voulez, pour résumer, on a la même relation qu'un Red Hat avec Linux, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui contributeur majoritaire, mais on possède pas, évidemment, on possède pas Postgres. Postgres reste un projet open source, mais on y contribue très fortement. À titre d'exemple, hein, quelques chiffres. Si vous connaissez la structure du projet open source Postgres, vous devez savoir qu'il y a 7 membres ce qu'on appelle Core Team qui prennent des décisions stratégiques sur Postgres. Aujourd'hui, 3 des 7 membres de cette Core Team sont employés par EDB, sont employés payés par EDB pour justement donner ces directions stratégiques de Postgres. On a plus de 300 personnes aujourd'hui chez EDB qui sont pareil, employés, payés par EDB pour développer Postgres, ce qui nous permet de développer, de committer environ 30% ou plus du code Postgres sur chaque version. Donc voilà, EDB, on a vraiment une très forte implication sur le projet open source Postgres, ce qui nous permet de délivrer à nos clients à la fois du service, de l'outillage et du support sur Postgres. Est-ce que tu peux aller au slide d'après? Et donc, en fait, on a remarqué, entre autres, que énormément d'utilisateurs qui venaient du monde Oracle avaient la velléité de quitter Oracle. Et donc, en écoutant ces différents clients, on a créé notre propre distribution de Postgres qu'on a appelée EPAS, donc EDB Postgres Advanced Server, qui est capable en fait de compiler nativement le PLSQL d'Oracle, entre autres, donc ce qui permet de migrer beaucoup plus facilement et en maîtrisant le risque des bases Oracle vers des bases Postgres. On a profité de cette distribution de Postgres pour rajouter tout un tas de packages et de services pour compléter en fait la version open source Postgres avec des outils qui sont nécessaires pour faire tourner les bases Postgres dans le monde, enfin, en production pour l'entreprise. Donc on a par exemple travaillé sur la sécurité. On est capable d'avoir tout un tas de packages additionnels sur la sécurité. Je souligne justement le fait qu'on soit capable de faire du TDE et donc de l'encryptation au repos avec Postgres. Et puis après, au même titre, on a développé des packages pour aider les DBA et les développeurs à augmenter leur productivité. Côté réplication, on y reviendra sur la partie outillage, mais ce EPAS permet aussi de faire de la haute disponibilité et de la très haute disponibilité, l'équivalent du DataGuard que vous avez chez Oracle ou même du Golden Gate, où on est capable de faire de l'actif-actif avec nos serveurs Postgres. On peut passer au slide d'après, voilà. Donc globalement, grâce à EPAS, aujourd'hui, on est capable et cette compatibilité de notre base Postgres avec le PLSQL d'Oracle, on est capable de réduire considérablement les coûts à la fois de licence Oracle, donc à hauteur d'environ 80%, de migration en tant que telle d'Oracle vers Postgres, puisque un projet de migration, c'est souvent très complexe, puisque quand on touche au cœur de l'applicatif qui est la base de données, on a énormément de répercussions sur voilà, toutes les procédures stockées, etc. Nous, le fait d'être compatible à environ, on voit un 95% en moyenne entre une base Oracle et une base Postgres, on arrive à faire des économies d'environ 60% sur la migration d'Oracle vers Postgres. C'est des chiffres qui sont donnés à grosse maille. Évidemment, chaque projet de migration est différent, mais globalement, c'est ce qu'on observe. Ça fait quasiment une vingtaine d'années maintenant qu'on travaille sur ces projets de migration, et c'est des chiffres qu'on observe chez nos clients. Est-ce que tu peux passer au slide d'après? Donc, comment est-ce qu'on fait une migration côté EDB? Donc, on a
voilà les différentes étapes qui sont sur ce slide. D'abord, ça part évidemment d'une première volonté d'utilisateur Oracle de migrer. Une première étude où on vient en fait à partir d'un fichier DDL observer la compatibilité entre la base Oracle et la base EPAS. On a, donc, je le disais, 95% environ de compatibilité entre les deux bases. Ça nous permet aussi de très en amont savoir si le projet de migration est réalisable ou pas et de sortir aussi un chiffrage pour vous sur l'effort à fournir pour effectuer cette migration en termes de jours, mais aussi en termes de budget. À partir de là, une fois qu'on a validé toutes ces opérations avec vous, on se lance en effet dans la migration en s'appuyant sur les différents outils qu'on a développés côté EDB pour combler les 5% de restants, on va dire, de compatibilité entre votre base Oracle et votre base et la base cible EPAS. Et donc EDB, on délivre un accompagnement global entre l'initiation du projet jusqu'à le basculement complet de votre base Oracle vers la base Postgres, avec la possibilité de vous accompagner aussi sur la partie design et la partie migration en effet, et puis après toute la suite, c'est-à-dire la partie outillage et la partie support. Donc, l'idée d'EDB, c'est de proposer, encore une fois, à nos clients le même niveau, en fait, si vous voulez, d'outillage que vous pouvez avoir sur des bases Oracle. Et donc, on a développé différents outils. Donc, par exemple, sur la partie monitoring, on a un outil qui s'appelle PEM, qui est Postgres Enterprise Manager, qui permet de faire à la fois du monitoring et de l'alerting sur vos bases Postgres. Il fait de la détection de requêtes lentes, il est capable de faire de l'indexation, etc. C'est l'équivalent, si vous voulez, de ce que vous avez chez Oracle OEM. C'est la même fonctionnalité. On est capable, je vous le disais tout à l'heure, d'avoir des bases en haute disponibilité, voire même en très haute disponibilité en fonction des différents prérequis. On a des solutions évidemment autour du backup et de toute la partie recovery, les différents outils de migration. La possibilité d'interconnecter nos bases avec les autres différentes, enfin des bases d'autres SGBD, pardon, où on a développé nos Foreign Data Wrappers et la possibilité donc, de connecter tout ça dans vos environnements. Et EDB, on a aussi un opérateur qui s'appelle Cloud Native PG, qui est un produit open source qui a été donné à la communauté il y a à peu près 2 ans, qui permet de manager, orchestrer vos bases de données dans l'opérateur Kubernetes. Il faut savoir que EDB, alors je pense que tu peux passer voilà, à la slide d'après. EDB, donc on a une approche globale. Quand on parle côté pricing, on a voulu vraiment simplifier cette partie-là et toute la partie outillage est comprise dedans dans notre pricing. C'est-à-dire que c'est pas une offre à tiroir. Vous n'allez pas malencontreusement activer le security pack qui va vous coûter un audit et qui va vous coûter derrière une régulation. Nous, EDB, on a une approche, encore une fois, généralisée et notre but, c'est vraiment de vous fournir un Postgres avec les mêmes niveaux de service, voire mieux, puisque du coup, vous aurez moins les contraintes budgétaires que ce que vous pouvez avoir sur des bases Oracle. Et donc, on a packagé ça dans un prix qui comporte à la fois la partie licence, outillage et support. Donc, je vous laisserai voir en détail ces éléments. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est capable d'avoir des niveaux de service et de support qui sont très agressifs et qui permettent de faire tourner vos bases critiques en production sur ces bases EPAS, avec voilà, les différents niveaux de support en fonction de vos prérequis. Je vais, voilà, globalement pour EDB, je serai évidemment à votre disposition après pour répondre si jamais vous avez des différentes questions. Je vais laisser la main à Marc qui va vous parler de cas concrets de clients qu'on a accompagnés sur la migration d'Oracle vers Postgres. Marc,
te laisse le micro. Merci. Donc, merci Ambroise, merci François. Donc, avant de vous présenter ces quelques retours d'expérience et de répondre éventuellement à vos questions, un petit rappel. Postgre est un projet très ancien qui est le deuxième projet du même professeur d'université. Et son deuxième, le premier étant Ingres, le deuxième après Ingres, post-Ingres, Postgre, qui avait comme objectif d'essayer de déterminer s'il était possible de faire quelque chose qui soit structurellement extensible. Et ça, c'est absolument fondamental pour la suite. Tu peux passer, François, s'il te plaît? Cet objectif initial s'est concrétisé par le fait qu'aujourd'hui, Postgre dispose d'un ensemble considérable d'extensions permettant d'accéder à peu près tout ce qui existe comme type de base de données ou de flux divers et variés dans un système d'information. Et de la même façon, les langages qui permettent de travailler dans Postgre sont eux-mêmes. La liste est assez longue, mais elle s'étend en plus en fonction des besoins des uns et des autres. Donc, cet environnement de Postgre a une grosse différence avec un environnement comme celui d'Oracle, qui est figé par ce que souhaite Oracle. Oracle a un périmètre qui est grand, mais qui est figé. Le périmètre de Postgre est quelque chose qui est structurellement beaucoup plus large, mais infiniment plus large, et structurellement, il continue à s'élargir tous les jours. Tu veux passer, François? Cette capacité de Postgre à pouvoir s'étendre, c'est ce qui a permis à EDB d'établir ce mode de compatibilité, puisque finalement, dans le Postgre EPAS, que vous a présenté Ambroise, eh bien, le langage, le PL d'Oracle, est vu comme un des langages qui est supporté nativement par la structure. D'où cette facilité de portage, puisqu'on a quelque chose qui est natif, de fait. Alors, quelques références pour montrer que cette largeur de scope de Postgre est tout à fait remarquable. Microsoft est une société que vous connaissez sûrement, qui a une petite base de données qui fait un peu plus de 2 pétabytes, 2000 Tera, qui est alimentée par les comptes rendus qu'envoient les machines Windows de toute la planète tous les jours. Et Microsoft avait quelques problèmes de performance avec la façon dont ils géraient cette base de données, jusqu'au jour où ils ont décidé de passer la base de données sur Postgres, avec une des extensions disponibles. C'est installé sur 22 serveurs en scalabilité horizontale sur Azure, en l'occurrence. Et il s'avère que cette base de 2000 téraoctets, elle répond aux requêtes BI en 200 millisecondes. C'est tout à fait incroyable. Vous trouverez sans difficulté des infos sur ça sur Internet, puisque le mec chez Microsoft qui a fait ce portage a fait un blog qui est public. De la même façon, l'Agence spatiale européenne cherchait une solution pour stocker des données descendant des satellites. Le volume de données qui descend est tout à fait considérable. Il faut donc quelque chose qui soit capable d'accepter un débit entrant considérable, et d'autre part, que le quelque chose en question soit capable de gérer aussi bien des données classiques, mais aussi les données spatiales, les données à coordonnées spatiales, des objets autres que la Terre, puisque évidemment l'Agence spatiale européenne fait des tas de choses comme la mission Solar Orbiter, des choses de ce genre, et donc des sphères autres que la Terre, comme des objets natifs, et non pas des choses décrites, et bien évidemment ce débit lui-même. Et après différents tests, la base qui a été retenue est une base Postgre, c'est celle qui fournit le service principal de l'Agence spatiale européenne. Un autre exemple de ce scope immense de Postgre, The Guardian, qui est un journal anglais assez connu, avait utilisé Mongo pour l'ensemble du stockage de tous les éléments multimédia de sa base de référence. Et le volume était assez important, ça leur coûtait très cher et ça leur posait tas de problèmes opérationnels. Et ils ont migré l'ensemble de cette base vers Postgre. C'est-à-dire toutes les données multimédia du Guardian ont été migrées sur Postgres. Et là aussi, les gens qui ont fait ça ont fait un blog sur Internet pour regarder. Et ça marche parfaitement. EDB d'ailleurs publie quasiment chaque année un petit bench entre du stockage de données dans Mongo et dans PostgreSDB qui montre que PostgreSDB est quasiment 2 fois plus rapide que Mongo pour la plupart des stockages de données et du stocker et retrouver des données. Donc, d'autre part, dans un domaine totalement différent, le domaine financier, la bourse de Francfort est entièrement gérée par des bases Postgre, c'est-à-dire à la fois la cotation, la prise d'ordre, etc. De la même façon, des bases Postgre sont présentes
sur la bourse italienne et sur la bourse de Londres. Dans le cas de la bourse de Londres et la bourse italienne, ce sont d'ailleurs des solutions EDB. EDB apporte à la fois de la performance et du support à ces solutions qui sont, bien évidemment, celles que je viens de vous citer sont toutes critiques pour leurs utilisateurs. Bon, alors, pour des clients de plus petite taille, je vais donner quelques exemples très rapides. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui utilise PostgreSQL, un PostgreSQL pour assurer la haute disponibilité de 2 bases, en cas des sapeurs-pompiers, qui sont à la fois le 18, c'est-à-dire les appels d'urgence, et la base pilotant le SIG qui permet à des pompiers, quand ils se déplacent, de savoir quelles routes sont utilisables, où il y a des prises d'eau, où il y a de l'électricité, où il y a des dangers divers et variés, etc., etc. Ce que font tous les sapeurs-pompiers de tous les départements de France. Et dans le cas de BSPP, c'est fait par une base PostgreSQL avec une solution de disponibilité EDB. La préfecture de police à Paris fait à peu près le même genre de choses, avec en gros le même genre de contraintes. On les a formés, aidés à mettre en place les solutions, et on les audite de temps en temps, chaque fois qu'ils en expriment le souhait. Un autre exemple, c'est la base nationale qui contient les données du cancer en France. C'est pas très lié, mais bon, un cas. C'était une base Oracle qui avait 16 terabytes. C'est assez gros, c'est une base BI. Et elle est depuis octobre dernier en prod sur EDB Postgres. Nous avons effectué à la fois la migration de l'ensemble des données et la réorganisation de la façon dont les requêtes étaient passées, de façon à optimiser la performance de cette base. Bon, à part ce slide avait pour objectif de montrer que les cas d'usage sont infiniment variés. Juste avant de passer aux 2 retours d'expérience précis qui suivent, 2 choses. François a cité quelques éditeurs qui petit à petit ouvraient leur solution au support de Postgres. Vous connaissez sûrement tous Jira, et Jira supporte une base Oracle, mais Jira supporte une base Postgres. Et en l'occurrence, chez Michelin, la première base que nous avons migrée d'Oracle à Postgres était la base Jira. C'est un exemple. Tu peux passer, s'il te plaît? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, la migration avec les outils EDB est considérablement simplifiée par le fait que le PostgreSQL considère le PL d'Oracle comme quelque chose de natif, ainsi que l'ensemble des types de données, un varchar2, un CLOB, enfin toutes les originalités Oracle, enfin originalité au sens choses non conformes aux standards SQL habituels. Tout ça a été, une immense partie de tout ça a été pris en compte par le PostgreSQL comme élément natif. Sur le PostgreSQL, vous pouvez créer une table avec un varchar2, avec un CLOB, avec ce que vous voulez, et ça fonctionne tout à fait naturellement. Et vous pouvez exécuter du code SQL, des milliers, des centaines de milliers de lignes de code SQL, PL SQL Oracle, et ça fonctionne parfaitement. C'est fondamental parce que migrer des données d'une base Oracle vers une base Postgre, c'est pas très difficile. Il y a des solutions purement open source qui font ça. Mais quand vous faites ça, eh bien vous allez devoir réécrire le code qui accède parce que n'importe quelle jointure avec un petit plus ne va pas passer, parce que les types ne vont pas être supportés, etc., etc. Ce qui fait des opérations de migration dans un contexte autre que le contexte DB, des opérations longues. J'en ai exécuté plusieurs. Ça correspond à une réécriture partielle considérable des applications. Dans le cas du PostgreSQL, c'est extrêmement facile, comme vous allez le voir tout à l'heure. Merci. Alors, j'ai pris 2 exemples de retour d'expérience. Quand je dis retour d'expérience, je parle de choses que j'ai exécutées moi-même. Premier cas, c'est une société qui s'occupe de réassurance, qui a un site web institutionnel qui contient des données qui sont mises à disposition des compagnies d'assurance qui sont des clients de cette entité de réassurance. Et la base était une base Oracle, et ça leur coûtait une fortune. Enfin, une fortune. Pas mal de sous, vous verrez tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai été amené à faire après, suite à leur demande? Eh bien, le POC, c'est-à-dire vérifier que c'était possible chez eux, ça a pris 1 semaine. Et dans le POC, eh bien, j'ai pu installer l'ensemble des environnements nécessaires, migrer l'ensemble de leurs données, traiter les quelques difficultés que je pouvais rencontrer, puis travailler avec leurs équipes pour connecter leurs applications sur cette base de tests migrés.
On a testé dans la même série la supervision. Ils avaient un truc Windows, donc on a fait quelque chose qui permettait d'intégrer ça à leur supervision. Et puis, pareil, ils utilisaient des backups IBM TBSM. Ça s'est fait de façon assez triviale. Et tout ça, ça s'est fait en une semaine. C'est-à-dire qu'en 5 jours, entre le moment où je suis arrivé et le moment où je suis parti, on avait des applications qui pouvaient se connecter et que l'on pouvait tester. J'ai d'autre part listé les quelques tâches qu'on n'avait pas fait pendant le POP, mais donc on pouvait parfaitement décrire et chiffrer en termes de temps et donc de coût. On a d'autre part déterminé, ce qui était fondamental, le temps qu'il faudrait d'interruption du service pour faire la bascule. Puisque c'est un site institutionnel, c'était un élément critique. Bon, ça s'est été présenté à la structure de contrôle chez ces assureurs. Ils ont décidé de faire la migration, de se lancer dans ce portage. J'ai donc refait la même chose en scriptant tout de façon à ce que tous les temps soient faits au minimum, de toutes les solutions qui avaient été identifiées aux différents petits problèmes sont tout intégrées dans le processus. On a terminé les quelques modifications dans leur code d'entrée pour que ça puisse fonctionner de façon optimum, corriger là aussi quelques irrégularités dans leur code, et puis traiter quelques sujets d'optimisation. Ça arrive toujours dans la mesure où le code, la façon d'accéder à une base Oracle, même si on fait du SQL pur, est un peu différente de la façon dont on accéderait à une base Postgre ou à une base DB2 ou à une base SQL Server. Ça relève quasiment de dialecte. Et donc, quand on fait un portage, on a quelque chose qui va marcher, mais qui, dans un certain nombre de cas, pourrait marcher un peu mieux si on modifiait ceci ou cela. Donc, on a quelques requêtes que l'on va, pendant le processus de migration, et souvent dans les 2 ou 3 mois qui suivent, mettre à niveau pour que ça fonctionne. Ce processus est tout à fait naturel. J'ai des souvenirs quand j'étais chez Oracle, quand on est passé chez un gros client d'une base Oracle 9 à une base Oracle 10, on avait mis 6 mois à stabiliser leur prod à cause des différences de comportement des moteurs. C'est pas très, très anormal. C'est à prendre en compte dans le processus de migration. Mais ça marche pendant ce temps-là, bien évidemment. Et puis, on a fait la migration, on a déployé une solution haute disponibilité en s'appuyant sur la solution EFM qui fait le cluster management d'un cluster avec une base Postgre sur le site principal, une base Postgre sur le site secondaire de ce client et EFM qui assure une bascule en cas de problème. Tu peux suivre? Merci. On va me chiffrer un petit peu cette chose-là. Ces gens-là payaient 150K euros, 155K euros par an de support Oracle. L'ensemble de la migration, c'est-à-dire les coûts de consulting, les souscriptions EDB et les coûts internes étaient inférieurs à ce que, pour l'année où ça a été fait, ont été inférieurs à ce qu'ils avaient budgété pour payer leur support Oracle. Et bien évidemment, toutes les années après, ils n'ont eu que des bénéfices sans aucun coût supplémentaire. Donc, vous voyez, cet exemple-là est remarquable sur la nature du ROI. Là aussi, je pourrais répondre à des questions si vous souhaitez. Le deuxième exemple est un exemple de nature très différente. C'est un client dont je vous ai mis le nom, qui s'appelle Électricité de Djibouti, qui est un client qui est d'accord pour communiquer sur ce qu'il a fait. Et ce client est un client donc à Djibouti, dans des conditions un peu particulières, dont l'infrastructure était une infrastructure Power, c'était du Power 8. Cette année, ça basculera sur du Power 10, c'est en cours. Ce client, toutes les applications étaient développées in-house et ça couvrait l'ensemble de leur récit, c'est-à-dire la compta, toute la partie HR, toute la partie CRM et toute la partie billing, puisque évidemment, ces gens-là vivent de la facturation des compteurs d'électricité, de l'évolution des compteurs d'électricité. C'est un peu particulier au sens où ce qui sert à faire le billing, ce sont des photos des compteurs qui montrent la consommation qu'il y a eu. Donc ça crée quelques contraintes particulières au niveau à la fois du processus de billing et du stockage du volume assez conséquent de petites images. Ces gens-là ont décidé de lancer un projet de transformation totale qui était d'éliminer 100% des bases Oracle de leur récit. Il n'y en ait plus une seule. Enfin, il y en avait 2 aussi, c'est pas si gigantesque que ça, mais bon, il y en avait une pour la partie transactionnelle et une pour la partie BI. On a basculé tout ça sur Postgre et ce que j'étais amené à faire, c'était à la fois définir une architecture cible qui s'appuyait, qui répondait à leurs besoins à la fois en termes de haute disponibilité, donc s'appuyant à la fois sur la partie haute disponibilité
offerte par l'architecture Power, plus de la réplication de type EDB. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 sites qui sont situés à une dizaine de kilomètres l'un de l'autre, et la fibre qui relie les 2 sites, il est déjà arrivé que lors d'un tremblement de terre, elle soit rompue. Donc, il est important de doubler les systèmes de sécurité. Cette migration a impliqué aussi, bien évidemment, de former les équipes qui exploitent la base. Ça avait été le cas aussi du client précédent. Et puis, dans le cas de DD, de former l'ensemble de l'équipe de dev, de façon à ce qu'ils puissent devenir autonomes sur le développement, sur la maintenance des applications actuelles et sur le développement de nouvelles applications. Bien, d'autre part, d'établir, c'est joli, bleu, merci, de définir un processus de migration opérationnelle impliquant le split des images. C'est idiot de mettre les images dans la même base que la base contenant les données transactionnelles. Et puis d'établir des processus de qualité permettant d'améliorer le mode de fonctionnement de l'ensemble du SI de DD. Donc ça s'est fait en 2 grandes phases. Une première phase qui était à distance, où j'ai fait un petit training des équipes DBA et Dev, et installé une première plateforme DB Postgres. Puis je suis allé passer une semaine à Djibouti pour déployer un cluster servant à faire de la prod réellement, puis migrer un des schémas, puisque dans leur base Oracle, ils avaient un schéma pour chacune des applications. Ils avaient un schéma pour la partie accounting, un schéma pour etc. On en a migré un, celui qui était le moins, celui qui n'était pas mis à jour par les autres applications. Celui-là, on l'a migré. Enfin, je l'ai migré. Puis j'ai créé dans la base Postgre quelque chose que permet PostgreDB, c'est-à-dire des DB lignes vers la base Oracle, de façon à ce que les applications qui allaient maintenant tourner sur Postgre puissent accéder aux données de référence qui étaient restées encore à ce stade sur les bases Oracle. Donc ça s'est fait, on a tout connecté, on a tout branché, et j'étais arrivé dans les locaux de DD le dimanche matin. On a travaillé dimanche, lundi, mardi, mercredi, et le jeudi, on est passé en live sur cette application. Alors, et dire que c'était un peu olé, mais tout le monde était très confiant, et le fait que ce soit des applications in-house permettait d'avoir une certaine confiance dans ce qu'on était en train de faire. Ça a marché, ça a très bien marché. Le seul petit point, c'est qu'après ça, il y avait le Covid. Donc ça a été un petit peu pénible, la phase 2, parce que la phase 2 a dû se faire entièrement à distance. Donc pour la phase 2, ce que j'ai fait correspondait à former réellement tout le monde là en profondeur, réorganiser un certain nombre de processus de la relation entre les équipes de dev et les équipes de prod, établir tout un processus d'amélioration de la qualité et d'optimisation du code. Donc on a fait toute une série de sites avec les équipes de dev, puis migrer tout en séparant les images des données transactionnelles, tout stabiliser. Et ça a été la fin de la deuxième grande étape. Et cette deuxième grande étape, elle a permis de faire qu'il n'y ait plus une seule base Oracle sur le réseau de DD. Tout tournait, et tout tournait beaucoup mieux. On avait des temps de réponse qui étaient de 2 à 4 fois plus rapides. On avait des temps de sauvegarde qui étaient bien meilleurs, et la base consommait beaucoup moins de ressources pour obtenir un résultat bien meilleur. Pourquoi? Pour des tas de raisons. Le fait de mélanger les images avec le reste posait de gros problèmes à la base Oracle. Elle était paramétrée en dépit du bon sens. Enfin, il y avait toute une série de raisons qui font que ça s'est considérablement amélioré. Et il y a eu un deuxième point qui correspondait à ce que je vous disais tout à l'heure sur l'extensibilité de Postgre. C'est que comme une fois qu'on a une base PostgreDB d'installer, eh bien, on peut installer tout ce qu'on veut sans que ça vous coûte un bras à chaque fois. Je vous le faisais remarquer Ambroise. Eh bien, on a déployé PostGIS, c'est-à-dire l'équivalent d'Oracle Spatial, sur les bases de production. Puis les équipes de DD ont lancé la constitution de deux nouvelles applications, dont une visant à cartographier l'ensemble du réseau électrique de Djibouti, et de pouvoir faire une appli qui permettait d'avoir des indicateurs de qualité sur chaque branche, sous-branche, etc., etc. Et tout ça, ça avance bien. Les 2 applications sont en cours de développement. Et il y a 2 nouveaux projets en 2024. Le premier projet, c'est de développer un projet d'intelligence artificielle qui fera de l'analyse. Non, s'il te plaît. Merci. Qui fera de l'analyse des images de façon à valider un certain nombre de points. Le but étant à terme d'arriver à automatiser le processus de billing. Tout à fait intéressant. Et un deuxième projet qui, lui, est lié à de l'infra, c'est-à-dire qu'on bascule toute l'infra Power 8 vers de l'infra Power 10 chez EDD. Bien, quand on regarde tout ce qui a été fait, d'un point de vue purement héroïque, qu'est-ce qu'on voit? C'est que chaque année, ce qu'a dépensé EDD
pour faire ce projet et les nouvelles applications, les extensions considérables de leur périmètre, eh bien chaque année, le cash out est plus faible. Le cash out comprenant la partie souscription EDB et la partie consulting externe. Tout ça, ça revient moins cher que ce que leur revenaient les souscriptions Oracle. Voilà. Un dernier petit exemple. Ok, Marc, il nous reste 2 minutes. Je suis désolé parce que quand je bouge la souris, du coup, ça. J'ai l'écran là qui repasse en bleu. Donc, j'en ai pour 2 minutes, effectivement, ce sera terminé. Je vous ai montré tout à l'heure l'extensibilité considérable de Postgre et la possibilité de disposer de foreign data wrapper qui permettent d'aller quasiment où on veut en termes de base de données ou de services ou de flux, enfin un tas de choses. Ce type de choses sert à énormément de choses, mais particulièrement, imaginez que dans votre système d'information, vous avez des données qui sont sur des choses qui sont obsolètes, des vieilles bases de données, des vieux matériels que vous ne pouvez pas migrer parce qu'il y a des vieilles versions, etc., etc. Cette extensibilité de Postgre permet en réalité d'installer une base PostgreDB et de consolider sur cette base une quantité gigantesque de choses, gigantesque en termes de variabilité de type de choses, de vieilles bases Oracle, des bases MySQL, des bases tout ce que je vous ai mis là, et aussi, je me souviens d'avoir fait un projet où il y avait des dizaines de milliers vraiment de fichiers CSV Excel, et les gens voulaient pouvoir trouver une solution pour quand même les sauvegarder et pouvoir faire des queries dessus. Et les solutions que fournissent, qui permettent EDB Postgre, ça permet de déployer les foreign data wrappers adaptés à chaque source, puis d'importer directement les données. Et il y a une série de primitives standards fournies par les foreign data wrappers que je vous ai mis en bas. Hein. Vous connaissez le foreign data wrapper, vous faites un import du foreign schema, c'est-à-dire que vous récupérez la structure de ce qu'il y a de l'autre côté. Et après ça, vous demandez à Postgre de faire un insert à Stellec dans les mêmes tables chez vous, et vous avez aspirer l'ensemble de vos vieilles données sur vos vieilles machines. Et une fois que c'est fini, vous pouvez décommissionner tous les vieux bousins et accéder directement par du SQL normal et des outils modernes à toutes ces données. C'est extrêmement pratique. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Marc. Et encore désolé, là, parce que quand je déplace la souris, là, du coup, j'ai. Non, mais c'est pas grave, c'était amusant. Il est joli ton fond d'écran. Ouais, donc, très rapidement, là, on n'a pas le temps là maintenant, puis je veux pas trop déborder. On vous enverra par email quelques questions, juste pour avoir votre feedback sur la session, et puis un petit peu comprendre qu'est-ce que vous connaissez de Postgre, de EDB en termes de fonctionnalité, etc. Et si vous seriez intéressé par une conversation. Voilà. Donc, on va vous envoyer ces questions par email et merci d'y répondre, s'il vous plaît. Juste rapidement, donc, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez des informations techniques, vous avez vu que Marc est capable de répondre à des choses très pointues. Sur la partie Power 10, c'est moi qui peux le couvrir. Ambroise peut couvrir des réponses sur la partie financière, il nous a parlé des pricing, et puis après toute autre question ou recommandation que vous souhaiteriez avoir autour de ce sujet-là. Que ce soit migration ou nouvelle implémentation sur le DB. Voilà. Ensuite, dernier point, mardi prochain, on ouvrira le 3e épisode de cette série, je dirais, autour des bases de données. Et en l'occurrence, on parlera de modernisation de la partie Red Hat, OpenShift, containerisation, avec IBM Power 10. On est en train de développer une démo autour du déploiement de EDB Postgre sur ces environnements containerisés, non pas uniquement sur Power 10, mais aussi sur serveur Intel, donc des clusters OpenShift multi-architecture. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ce 3e épisode. J'irai dans la suite logique, l'évolution avec Oracle DB, la modernisation, et puis il y aura un 4e épisode début avril sur tout ce qui est cloud et managed services autour de ces solutions bases de données.
Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question, tout détail concernant ce sujet-là.